Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment concilier culture multiple et idéal universel? Le multiculturalisme comme grand défi des démocraties modernes, c'est à ce sujet-là, à cela qu'il s'attelle dans un nouveau livre. Avec nous aujourd'hui, le politiste germano-américain Yascha Mounk, professeur à l'université Johns Hopkins à Baltimore. 3 ans après le succès de son essai « Le peuple contre la démocratie », il revient avec la grande expérience, les démocraties à l'épreuve de la diversité, qui paraît aujourd'hui même aux éditions de l'Observatoire. Dans la grande expérience, il cherche une troisième voie pour que les sociétés libérales puissent intégrer la diversité culturelle en restant surtout elles-mêmes. Après avoir analysé les écueils des sociétés multiethniques, il donne aussi quelques raisons d'être optimiste, car il nous croit fondamentalement pessimistes, et ce pessimisme nous mine les démocraties aujourd'hui. Bonjour Yascha Mounk. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Qu'est-ce que vous appelez la grande expérience? Alors c'est quoi cette grande expérience à laquelle nos sociétés sont confrontées, à laquelle elles devraient se livrer aujourd'hui? On parle aujourd'hui beaucoup du grand remplacement, les deux grands remplacements, et que c'est un choix que les politiciens ont fait de manière très consciente, que ça va détruire notre civilisation, que c'est certainement une catastrophe, et que du coup, il faut la supprimer, qu'il faut homogénéiser nos sociétés. Pour moi, ça, c'est une erreur dans chaque de ces propositions. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé dans une société qui est très multiethnique, qui a des gens avec beaucoup de différentes croyances religieuses, sans l'avoir vraiment choisi. Du coup, c'est une situation inédite qui pose des problèmes, mais que nous devons maîtriser. Deuxièmement, ça n'est pas facilement possible d'abandonner cette réalité, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes dans notre pays qui ont des différentes origines ethniques, qui ont des différentes croyances religieuses. Ce sont des citoyens français, ils ont le droit d'être ici. Alors la seule manière d'abandonner cette réalité, ça serait une guerre civile, ça serait quelque chose d'extrêmement violent, ce qui est en pratique immoral. Et troisièmement, je suis plus optimiste sur le point que même si ça pose vraiment des risques, même si ça pose vraiment des problèmes dont on doit parler de manière très claire et nette, je le fais dans mon bouquin d'ailleurs, on peut quand même réaliser une vision de notre société dans laquelle la grande majorité des Français veulent vivre. Et c'est ça le projet de la grande expérience, qui est une grande expérience de la même manière que la Révolution française est une grande expérience, que la République américaine est une grande expérience. Voilà, et vous le prenez de manière positive. C'est une sorte de révolution, une transformation aussi à mettre en œuvre. C'est une expérience et ce n'est pas une épreuve, tel que vous le formulez, tel que vous l'analysez aussi, ce moment. Oui, alors il y a le sens de grand expériment où c'est le prof de chimie qui dit « je vais vous montrer un truc, je sais exactement qu'est-ce que ça va être ». Nos démocraties sont des laboratoires aussi. Il y a exactement, il y a le sens de laboratoire qui est un peu plus... on est dans une situation inédite, elle pose des risques, elle pose des problèmes, et nous devons, pour vivre bien ensemble, trouver de nouvelles solutions, trouver une nouvelle vision de comment le faire marcher. C'est dans ce sens-là que si nous le voulons ou nous ne le voulons pas, on est en réalité dans une grande expérience, et j'essaie dans la grande expérience de montrer comment faire fonctionner ces sociétés multiethniques, multireligieuses de la meilleure manière possible. Mais c'est intéressant cette manière dont on prend le problème ou la question, parce que cette diversité un peu partout depuis longtemps, on la gère comme un problème. Et on peut peut-être se demander s'il n'y aurait pas une chance, ou en tout cas quelque chose de positif, de plus optimiste à trouver dans cette grande expérience, Yascha Mounk, telle que vous la définissez. Comment votre propre expérience à vous, de juif allemand, qui a étudié en Angleterre, aux États-Unis, qui se dit aujourd'hui passionnément libéral, a nourri cette réflexion? C'est compliqué. Je crois que déjà, une des raisons pour laquelle c'est difficile d'avoir des sociétés très multiethniques, c'est dans l'histoire. Si on regarde la grande majorité des sociétés dans le passé qui étaient très hétérogènes, beaucoup de fois, ils avaient des grandes injustices où ils ont
finit avec de violences, avec des pogroms, avec des grandes discriminations. Alors du coup, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est inédit. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir une société où on traite tous les citoyens des égaux, même s'ils ont ces différentes origines. Moi, personnellement, quand je suis grandi en Allemagne, je viens d'une famille juive, mais je ne suis pas du tout religieux. Même mes grands-parents n'étaient plus religieux. Je sais que quand je mentionnais le fait d'être juif, ça m'aliénait beaucoup de la société. Parce que, pour de bonnes raisons, le passé allemand est une grande question de l'identité allemande aujourd'hui. Parce que pour beaucoup d'Allemands, qu'est-ce que ça veut dire être allemand aujourd'hui est lié à la question de comment on gère l'histoire de l'Holocauste et du coup la relation avec les Juifs. Quand ils avaient parfois, pour la première fois, un vrai Juif devant eux, ils ne savaient pas comment le traiter. Et il y en avait qui étaient très utiles. Il y avait de l'antisémitisme qui, évidemment, était difficile pour moi à gérer. Mais en fait, pour moi, un problème très souvent était différent. C'était une manière de philosémitisme, c'est une manière d'être traité ou d'une manière où les gens voulaient montrer qu'ils aiment particulièrement les Juifs ou qu'ils sont vraiment désolés du passé allemand, qu'en fait me donnait encore plus le sentiment d'être une étrangère dans le pays où je grandissais. Alors pour moi, le projet, la grande question, c'est comment on peut créer une société où on peut reconnaître notre différence, où on peut voir, cette personne-là, peut-être qu'elle a d'autres origines, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit hindoue, qu'elle soit peut-être juive. On peut bien reconnaître ça sans que ça doive définir les gens ou sans qu'on arrive dans une société dans laquelle nous ne sommes plus des citoyens français, mais juste des membres de telle ou telle communauté. Oui, c'est reconnaître à la fois sa différence, comme vous le disiez, Yeshamouk, et un passé commun. Parce que d'un côté, vous le disiez, dans le regard des autres, vous vous sentiez peut-être mis au banc, étranger dans votre propre pays, l'Allemagne, parce que juif. Et en même temps, on imagine aussi que pour vous, ça devait être compliqué de relire cette histoire, de vous sentir allemand avec cette histoire que le pays a pu traverser. On peut imaginer la même chose en France, avec le passé vichiste de la France, avec aussi le colonialisme. Comment revoir aussi sa propre identité à l'aune des expériences nationales que ces pays ont pu traverser. Yeshamouk, vous disiez qu'aujourd'hui, nos démocraties sont confrontées à cette grande expérience. Est-ce que c'est vraiment nouveau, tout ça ? Est-ce que cette question qui se pose à nos démocraties est nouvelle ? Je vous propose qu'on prenne le cas de la France, avec ces mots de François Mitterrand, alors président. On est en 87, à la Sorbonne. Voilà ce qu'il disait. Peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Je reconnais que voici une phrase imprudente, c'est celle-là qui sera épinglée, qui incitera à dire, vous voyez bien, d'ailleurs c'est le président de la République qui l'a dit, me répéteront peut-être, sans mettre exactement le même sens aux propos que je tiens. Je voudrais bien que ces choix politiques n'altèrent pas ce type de débat et que puissent, c'est d'ailleurs le cas, siéger dans des assemblées comme celle-ci, des femmes et des hommes dont les conceptions de politique intérieure sont diverses, mais qui sauraient s'allier pour refuser tous les appels de l'inconscient ou de je ne sais quel subconscient mal réglé ou mal dirigé, qui serait capable de choisir l'unité de la France à construire.
Vous évoquiez la grande expérience face au grand remplacement. On l'entendait déjà là, hein, ce fantasme du grand remplacement évoqué à la fin des années 80 par François Mitterrand. C'est pas nouveau finalement tout ce qui se joue en ce moment. Cette société multiculturelle dans les années 80 déjà, on y était confronté. En première, je voulais juste dire que ça fait un grand plaisir d'écouter un président français qui, en général, disons, sont vraiment plus éloquents que les présidents dont j'ai l'habitude aux États-Unis. Je crois que M. Mitterrand, mais aussi ses successeurs, sont un peu plus éloquents que M. Trump ou même M. Biden. Alors, ça fait plaisir. Non, sur les substances, oui et non. Alors, évidemment qu'il y a eu beaucoup d'immigration dans les démocraties depuis longtemps. Et que parfois, même les craintes qu'on a aujourd'hui étaient déjà présentes il y a longtemps. Aux États-Unis, si on regarde les journaux en 1920, par exemple, il y a beaucoup de craintes par des écrivains qui viennent des familles anglaises, protestantes, sur les Irlandais, sur les Italiens, sur les Juifs qui arrivaient aux États-Unis à cette époque. Et si peut-être il ne pourrait jamais s'intégrer, s'il changerait la nature du pays, s'il n'y aurait pas, ils n'utilisaient pas le mot, un genre de grand remplacement qui était en train de prendre lieu. Et évidemment, si on regarde aujourd'hui les États-Unis, ça semble un peu absurde de dire que le pays n'est plus le même à cause de ces immigrés. Ces immigrés ont certainement changé le pays, mais personne ne croit que ça soit un particulièrement grand problème. Quand même, je crois qu'il y a des différences quantitatives et qualitatives qu'il faut faire. On est dans un moment... beaucoup des démocraties européennes ont été établies ou sont devenues stables à un moment où il était très homogène. C'était en partie le résultat de l'histoire tragique de l'Europe dans la première moitié du XXe siècle. Mais du coup, au moment de la fondation de la 4e ou la 5e République française, au moment de la fondation de la République allemande, ces sociétés étaient en fait assez homogènes. Ils n'avaient pas beaucoup de nouvelles arrivées. Il y avait une grande majorité de gens qui avaient les racines, même si peut-être pas les croyances chrétiennes. Ils avaient une grande majorité qui était ethniquement blanc. Et voilà. Alors pour tous du coup, elles reposaient sur des piliers mono-ethniques, monoculturels, nos démocraties, hein, dans la manière dont elles se sont aussi fondées. Oui, pas toujours sur les principes. Alors, pour moi, il y a une distinction entre les systèmes de domination durs, comme au début des États-Unis, on disait de manière très très claire, il y a des groupes comme les Noirs qui ne sont pas des citoyens, qui n'ont pas les mêmes droits, qui peuvent même être vendus en esclavage, etc. Et des systèmes de domination un peu plus douces, un peu plus raffinés, qu'ont quelques démocraties européennes qui étaient fondées après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle on disait qu'on traite tout le monde autant qu'égaux, mais c'était possible en partie parce que en fait, cette société était très homogène. Alors du coup, c'était facile de prétendre qu'on traite tout le monde de la même manière parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres, entre guillemets. Là, on est quand même dans une situation aujourd'hui où le pourcentage des gens qui sont nés dans d'autres pays est beaucoup plus grand, où les différences ethniques sont beaucoup plus grandes que dans le passé, où la diversité religieuse est beaucoup plus importante qu'elle était dans le passé. Et il faut reconnaître que ça, c'est une situation nouvelle. Ça date de quand, cette nouveauté pour vous ? Mais ce n'est pas d'une année à l'autre, oui. mais c'est pendant les dernières décennies que c'est arrivé. Et ça pose d'autres questions, parce que dans la démocratie, il y a toujours le problème de comment gérer les préférences de l'individu et les préférences de la majorité. Mais évidemment que ces problèmes deviennent plus tendus quand les différences culturelles et religieuses entre les différents groupes sont plus importantes.
Oui, c'est le rapport aussi entre les minorités et les ou la majorité, hein. Les obstacles pour y parvenir, vous pointez, vous, Yachamouk, un pessimisme à la mode qui nuirait aux chances de réussite de cette grande expérience telle que vous la qualifiez. Il y a beaucoup de pessimistes hein, aujourd'hui, hein, de politiques aussi à travers le monde qui pointent les risques, les dangers du multiculturalisme, voire la figure menaçante de l'étranger transformé en bouc émissaire. Est-ce que c'est un problème, ce multiculturalisme? Je vous propose d'écouter les mots d'Éric Zemmour, alors éditorialiste, chroniqueur sur RTL. C'était après les attentats en Grande-Bretagne. La question s'est posée, la question lui est posée, extrait d'un édito de juin 2017. Peut-être que notre multiculturalisme est un problème. La phrase du Premier ministre britannique sonne comme un douloureux mea culpa après les attentats de Manchester et de Londres. Et oui, Theresa May n'a jamais aussi bien porté son surnom de Theresa Maybe. Madame peut-être. Ce n'est qu'un peut-être, mais ce peut-être ira droit au cœur des Français depuis le temps qu'on subissait les leçons de morale des anglo-saxons lorsqu'on interdisait le voile à l'école et leur sarcasme lorsqu'on s'horrifiait de voir des burkinis à la plage. Le multiculturalisme britannique est dans la loi. Le nôtre est dans les faits. Ils ont leur charia zone avec police islamique et même tribunaux islamiques. Nous avons nos territoires perdus de la République où toutes les boutiques sont halal, où des jeunes caïds surveillent ceux qui mangent pendant le ramadan et les filles aux jupes trop courtes. Les mots et les principes nous éloignent, la réalité nous rapproche. Voilà, exemple de pessimisme, diriez-vous, Yachamouk? Oui, certainement. Pour moi, le mot multiculturel est très compliqué parce que tout le monde entend quelque chose de différent là-dedans. Il y avait un modèle multiculturaliste britannique auquel je suis aussi opposé. C'était un modèle, par exemple, qui a amené le gouvernement Labour de fonder par l'État des écoles religieuses séparées pour des différents groupes religieux. Alors du coup, il y a maintenant des écoles, des lycées hindous, des lycées musulmans, des lycées juifs, qui sont tous financés par l'État. Ça, c'était l'action donc des travaillistes hein, du Labour Party. Hein, oui, c'est ça. Et c'était défendu, mis en avant sur l'idée du multiculturalisme. Ça n'a pas marché. Non, parce que c'était l'idée, en fait, que l'État ou une nation, ça n'est pas nous tous, en tant que citoyens, ensemble. En fait, sur cette idée, la Grande-Bretagne serait juste qu'une association d'associations. La base de société, ça ne serait pas le citoyen, ça serait ce groupe-ci, ce groupe-là. Et ça a amené des difficultés en réalité parce qu'un jeune qui n'a jamais été à l'école avec d'autres, qui ne connaît presque pas de gens qui ne sont pas de la même croyance religieuse, etc., va être moins tolérant, va être moins bien intégré. Mais c'est aussi un problème philosophique. Alors là, je suis d'accord. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas exagérer, comme le fait M. Zemmour, le pessimisme de qu'est-ce qu'on voit dans la société, qu'est-ce que c'est la réalité de la société. Je suis très étonné par le fait que beaucoup de gens qui se disent patriotes français ont une idée de leur nation qui soit tellement faible, qui soit en train de disparaître. Je crois que la France est une grande nation avec une culture très forte. Et quand je suis ici à Paris ou quand je suis aussi dans d'autres parts de la France, je n'ai pas du tout l'impression que c'est un pays ou une culture en train de disparaître. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une société dans laquelle nos droits et nos devoirs sont égaux entre tous citoyens français, par exemple, où on permet aux gens de faire leurs propres choix dans la vie, et aussi évidemment culturels, mais où on a aussi un patriotisme, une culture, une réalité partagée. Et je crois que ce n'est pas facile de créer une telle nation. Mais il y a certainement des problèmes, mais on n'est pas aussi loin de ça comme des démagogues, comme M. Zemmour dirait. Le problème, c'est justement de réussir à trouver les ingrédients de cette culture partagée. Or, aujourd'hui, si je prends toujours le cas de la France, puisque nous y étions là à l'instant aussi avec vous, Yachamouk, même une partie de la gauche
acte un malaise identitaire. Même une partie de la gauche théorise et ressent ce sentiment d'insécurité culturelle. Comment se l'expliquer et comment y répondre? Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un pessimisme de droite ou de droite extrême qui est très bien représenté par Éric Zemmour, qui dit grosso modo que tant qu'on a beaucoup d'immigrés, beaucoup de gens qui ne viennent pas d'une culture chrétienne, on aura un problème, ce sera la fin, le suicide de la nation. Mais en même temps, on a un pessimisme parmi les gens qui, en principe, sont favorables à la grande expérience, mais qui disent qu'en fait, nos pays sont tellement marqués par l'injustice, par la discrimination, par le racisme, par les côtés négatifs de notre histoire, qu'il n'y a rien dans cette nation qu'on puisse célébrer. Et que du coup, le projet de créer une société dans laquelle nous ne sommes pas définis par la couleur de notre peau, par notre appartenance religieuse, mais où on devient juste, comme dans le modèle multiculturaliste, une association d'associations, est la seule réponse. Et pour moi, ça aussi, c'est trop pessimiste. Et en fait, il y a des points très intéressants sur lesquels les deux sont d'accord. Les deux, pour des différentes raisons politiques, disent par exemple que les familles d'immigrés soient tous pauvres, qu'ils ne s'intègrent pas du tout dans la société, qu'ils n'accèdent pas à l'université ou aux écoles. Et si on regarde les statistiques, ça n'est pas vrai. Certainement que la majorité des immigrés est moins riche, moins bien éduquée que les populations de souche, en France, mais aussi dans d'autres pays. Mais c'est beaucoup de fois parce qu'ils viennent des pays où ils étaient plus pauvres, ils avaient moins d'éducation. Si on regarde la mobilité sociale, elle est assez forte, elle est plus forte parmi les immigrés que parmi la population de souche. Et alors ce pessimisme sur les réalités qui est bizarrement partagé par l'extrême droite et, si je peux le dire, la gauche woke, ne correspond pas aux faits. La gauche woke. C'est intéressant parce que vous évoquiez le pessimisme de droite et le pessimisme de ceux qui pourraient soutenir et développer cette grande expérience que vous avez définie, ce projet que vous portez dans cet essai, Yascha Mounk. Ça veut dire que la grande expérience, c'est un projet de gauche pour vous? Non, je crois que c'est... premièrement, c'est pas genre un projet... Ça fait trop que quelqu'un l'a choisi. Je crois que dans beaucoup de pays, on y est arrivé sans beaucoup en réfléchir. En Allemagne, par exemple, il y avait dans les années 50 et 60, par accident, dans les années 50 et 60, les Gastarbeiter. Ça veut dire des ouvriers dont on avait besoin pour la croissance économique très vite à cette époque. Et il y avait toujours l'idée qu'après quelques années, ils vont retourner dans leur patrie. Évidemment que ça n'est pas arrivé. Alors, si je regarde un conservateur comme Konrad Adenauer, le chancelier allemand à cette époque, il ne voulait certainement pas transformer la société, il ne voulait pas aborder la grande expérience. Il voulait juste faire croître l'économie allemande de manière plus vite. Mais les décisions qu'il a prises, en fait, nous ont amenés à cette grande expérience. Alors moi, à la fin, je m'en fous si vous aimez bien la grande expérience, si vous ne l'aimez pas. On est dans cette réalité aujourd'hui. Et la question, c'est est-ce qu'on peut l'abandonner juste par force, par une guerre civile, par des violences inacceptables? Et sinon, la seule question réalistique qu'on peut poser, c'est comment la faire fonctionner. Et c'est ça ma réflexion dans la grande expérience. Voilà, de manière pacifique, parce que comme vous l'évoquez par le passé, ça s'est souvent passé de manière violente. Comment essayer démocratiquement de faire advenir et c'est ça l'enjeu, parce que, alors, on n'a pas beaucoup de... En fait, c'est la cohabitation entre quoi et quoi pour vous, cette grande expérience réussie? La grande expérience réussie pour moi, ça serait par exemple qu'on partage, et c'est juste un exemple, un vrai patriotisme inclusif. Et ça veut dire quoi? On peut avoir trois différents modèles sur lesquels baser le patriotisme. Le premier, c'est un patriotisme ethnique exclusif, qui dit que les seuls vrais Français sont les Français de souche, sont ceux qui peuvent dire avec vérité nos ancêtres les Gaulois. Ça, pour moi, est trop exclusif, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne partagent pas cette histoire. Il y a beaucoup de Français illustres qui ne partagent pas cette histoire. Et en tout cas, c'est une trahison de ce qui est le meilleur dans ce pays, les valeurs républicaines, l'héritage de la Révolution française.
Après ça, il y a une deuxième conception qu'elle est assez attirante, elle peut jouer un rôle important. C'est un patriotisme civique et politique qui pointe sur la Révolution française, sur les grandes valeurs de la République. Et c'est bien, mais en fait, si on parle avec les gens, pourquoi est-ce qu'ils aiment la France ? Ils n'aiment pas la France parce qu'ils s'intéressent tellement de la politique, parce que la majorité des gens ne s'intéressent pas tellement de la politique. Ils n'aiment pas la France pour des raisons constitutionnelles, parce que sinon, si l'Allemagne adopterait la même constitution demain, ils devraient aussi aimer l'Allemagne. Et c'est une troisième raison. C'est un amour d'une culture partagée qui a des racines historiques. Et évidemment que la Révolution française et Voltaire fait partie de ça, mais qui a aussi une réalité contemporaine, qui est aussi l'amour des villes, des paysages, de la bouffe, de la culture, des VIP, des Instagrammeurs français aujourd'hui. Et pour moi, il faut beaucoup de plus baser notre conception du patriotisme. Et beaucoup ne l'aiment pas aussi parce qu'ils ne se sentent pas, Yascha Mounk, représentés ou écoutés, en tout cas, là-dedans. Est-ce qu'il faut du coup, pour réussir à l'appliquer, ce patriotisme inclusif et positif tel que vous le formulez, revoir nos mécanismes électoraux, revoir nos modes de représentation ? Est-ce que ça passe aussi par cela ? Je ne sais pas, en fait, dans chaque pays où je me présente, les gens semblent croire que leur système électoral est un grand problème. Alors du coup, si on est dans des pays majoritaires comme l'Angleterre ou les États-Unis, ils disent ça serait bien d'avoir le système de représentation proportionnel. Si je vais en Allemagne ou en Italie, on a plutôt des systèmes de représentants proportionnels. Ils veulent le changer pour le rendre plus majoritaire. Oui, il peut y avoir certaines réformes politiques qui nous aident, mais pour moi, à la fin, c'est peut-être parfois un problème des attitudes des élites. Et moi, pour parler de manière franche, j'ai fait part des élites maintenant que je suis devenu professeur, que j'ai le privilège de parler à l'antenne. Mais je vois dans mon milieu social parfois, et ça existe de manière très forte aux États-Unis aujourd'hui, une sorte de mépris pour les opinions des gens. Et alors, par exemple, si on parle de l'immigration, pendant très longtemps, c'était clair que les préférences de la majorité du peuple étaient d'avoir moins d'immigration, mais les politiciens ne voulaient pas suivre cette opinion. Moi, je ne suis pas sûr que je la partage. C'est compliqué, je trouve, ça dépend dans les détails. Mais certainement, ça serait bien que les politiciens suivent l'opinion de la majorité des gens quand elles ne violent pas qu'on ne fait pas de violence aux droits des gens, aux principes fondamentaux de notre pays, parce que sinon, en fait, on va arriver aux victoires des populistes autoritaires comme Donald Trump, comme Narendra Modi en Inde, ou comme quelques candidats qu'on a aussi ici en France. Quels sont du coup les ingrédients pour que ça réussisse, pour que ça marche, ce patriotisme inclusif, que cette grande expérience voit le jour pour vous, Yascha Mounk ? Pour moi, vous savez, la France a une force que manque aux États-Unis dans ce moment. Il y a des principes sur lesquels peut-être pas une grande majorité de la population, mais au moins beaucoup de responsables en France sont d'accord. Ils veulent se baser sur les valeurs de la République, sur la laïcité par exemple. Et moi, ça me rend très heureux parce que quand je suis aux États-Unis, j'ai parfois l'impression que les responsables croient à rien, qu'ils n'ont pas vraiment un sens d'orientation. Et du coup, dans ce sens-là, la France a quelque chose de très important. Mais je remarque aussi parfois, si je peux me permettre de dire ça en tant que visiteur, que la manière d'interpréter ces valeurs peut être trop rigide dans ce pays. Qu'on rende de chaque question de pratique, de chaque compromis qu'on peut peut-être faire à l'échelle locale, de chaque petite question de culture, une grande question de principe sur laquelle on applique une conception des valeurs républicaines ou de laïcité qui, en fait, finit par être une forme de majoritarisme. Et là, je crois qu'on doit avoir plus de confiance dans la culture française, qu'on est capable d'intégrer les gens
et à leur permettre en même temps de rester fidèles à leurs origines, à leurs croyances religieuses, et que ça doit pas forcément, ça peut être en conflit, il y a des lieux où c'est en conflit en France, mais ça ne doit pas forcément être en conflit, et dans un futur mieux, ça serait moins en conflit qu'aujourd'hui. Voilà, du coup, vous mettez en avant les ingrédients portés par l'intuition d'Alport dans ce livre, Yashamunk. Ça passe par le statut égal, ça passe par des buts communs, ça passe par une coopération, tout cela entre les deux groupes, ça passe par le soutien des autorités et des coutumes, tout ça, ça passe par l'idée de fonder ou refonder une culture du respect mutuel entre les groupes en présence, où l'on puisse aussi être en désaccord sans devenir pourtant ou pour autant des ennemis irréductibles sur ce point-là. Ça passe par ça, cette grande expérience. Oui, absolument. À la fin, il nous faut... je ne vois pas beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une vision positive du futur. Il y a l'idée de re-homogénéiser nos sociétés, ce qui n'est pas un projet réalistique. Il y a le projet de se battre contre les injustices, mais en mettant tant d'emphase sur l'identité religieuse, ethnique, que nous ne partageons plus rien dans cette société. Et du coup, moi, je trouve qu'il nous faut une vision de notre futur dans lequel la grande majorité des citoyens, s'ils appartiennent à la majorité ou s'ils appartiennent à la minorité, ont vraiment envie de vivre. Et c'est ça que je développe dans la grande expérience. Voilà, et l'optimisme passe aussi par des politiques utiles. À en juger votre propos, Yashamunk, vous allez envoyer votre livre à tout le monde aujourd'hui ici en France, à tous les nombreux candidats à la prochaine élection présidentielle. J'espère, s'ils vont le lire, ils sont très, très bienvenus. Oui, il y aurait quelques idées à piocher. Dans cette troisième voie que vous proposez là, Yashamunk, la grande expérience, les démocraties à l'épreuve de la diversité. Merci à vous d'être venu nous en parler. J'invite les auditeurs à vous lire. Le livre paraît aux éditions de l'Observatoire aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, préparée aujourd'hui par Osana Chauvin à la réalisation. C'était Thomas Beau.